Alors, vous entamez une formation pour devenir professeur. Et là, pendant un remplacement au collège, une élève un peu difficile vient vous voir et vous dit « Avec vous, je suis calme parce que le fait que vous soyez handicapé force le respect. » Nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Michael Graal, bonsoir. Alors, l'un des rares rayons de soleil parvenant encore à traverser l'épais nuage de morosité de cette fin d'année, c'est le film Intouchable. Pour la première fois en France, la question du handicap semble enfin faire l'unanimité. Justement, faire l'unanimité malgré son handicap, c'est ce que vous avez réussi à faire, Michael. Aujourd'hui, vous êtes devenu coach de vie. C'est ce que vous appelez la force du fauteuil. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Michael, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 21 novembre 1978 à Toulon, père chauffeur de bus, mère assistante dentaire. Le problème, c'est que le 21 novembre, c'est 2 mois trop tôt. En effet, vous êtes ce que les médecins appellent un grand prématuré. Alors, dans un premier temps, les médecins pensent que vous êtes dépourvu d'une grande partie du cerveau, que vous allez être anencéphale. Mais après des examens approfondis à la Timone, à Marseille, le diagnostic définitif tombe. Les lésions neuronales provoqueront une infirmité motrice cérébrale. En clair, vos capacités intellectuelles sont intactes, mais vous êtes handicapé moteur de naissance. Ouais, c'est ça, c'est le truc qui tombe comme ça. Et quand on a des parents de 19 et 20 ans, au début, c'est dur. Ouais. Voilà. Alors, à 3 ans, à l'âge où on entre en maternelle, vous faites votre rentrée dans un centre de rééducation. L'objectif, c'est de faire travailler vos muscles pour éviter qu'ils ne se rétractent. Vous ne pouvez pas tendre la jambe, en gros, par exemple. Ouais. Dans mon cas, c'était ça, tendre la jambe. Donc, on vous dit, ben, on va appuyer dessus pour qu'elle se tende. Ouais. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des plus agréables. On n'est pas au centre de Thalasso, là. On est bien dans un centre de rééducation. Ouais. Heureusement que vous êtes très entouré par votre famille. Vous rentrez chez vous tous les soirs. Tous les soirs, ouais. Vous êtes en demi-pension, en fait. Heureusement, parce que ça permet à mes parents de garder un regard sur ce que je fais et d'avoir une opinion et de pouvoir dire non, mais mon fils, il est handicapé, mais il est certainement pas con. Ouais. Et donc, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose, quoi, si les petits cochons ne mangent pas. C'est à l'âge de 5 ans, en jouant avec vos cousins, que vous prenez conscience de votre différence. Vous êtes en bas d'un escalier, vous les regardez monter et descendre, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire, quoi. Mais je me rends compte assez vite aussi, ma grand-mère qui était enseignante se rend compte que j'ai un verbe, déjà pour un enfant de 5 ans, qui est un peu au-dessus de la moyenne. Ouais. Donc je me dis, bon, ça va peut-être marcher avec ça. Tout n'est pas perdu. Voilà. Et par chance, vous allez découvrir le sport, le tennis de table et l'athlétisme en fauteuil. Hein. Vous atteindrez même un niveau important parce que vous participerez au championnat de France de handisport de tennis de table. Tout à fait. J'ai toujours vu le sport comme un vecteur incroyable d'intégration et de permettre aussi une rééducation plus sous-jacente, c'est-à-dire une réhabilitation à travers le sport, sans qu'on ait l'impression d'être dans un truc vachement normé, vachement suivi. Même si le centre de rééducation, je dois quand même les saluer parce qu'ils font ce que je suis aujourd'hui au niveau de l'autonomie. Sachant qu'à 2 ans et demi, 3 ans, quand je suis rentré, je tenais même pas assis, quoi. C'est encore en vous comparant avec vos cousins que vous découvrirez un autre handicap, votre retard scolaire. Parce qu'en fait, vous passez tellement de temps aux exercices de rééducation que vous n'avez pas le temps, finalement, d'apprendre. 4 heures de cours pour le reste, rééducation. Ouais. Alors, vous demandez à quitter le centre de rééducation pour rejoindre le système scolaire classique, et ce, malgré la difficulté que vous avez à écrire. Oui. Vous écrivez lentement. Sur un examen de 1 heure, moi, il me faudrait peut-être 1 heure et demie. Cette difficulté à écrire fait dire aux médecins que vous ne dépasserez pas la 4e. Il y a la difficulté à écrire, et deuxièmement, il y a, selon les médecins, l'hostilité du milieu valide. Mais bon, c'était sans compter sur votre charme. Sur mon charme et sur ma façon de parler. Voilà.
Alors, pour les examens, bah, vous dictez des phrases à quelqu'un qui les écrit. Voilà. À 14 ans, en septembre 1992, vous faites votre première rentrée chez les Valides, donc en 6e. Vous avez 14 ans, vous avez quand même au moins 3 ans de plus que les autres. Ouais. 10 ans, je commence à avoir du duvet, eux, ils sont encore des petits gamins. Ouais. Vous allez utiliser cette maturité pour faire de la médiation entre les profs et les élèves, et vous serez élu délégué de classe. Première grande responsabilité de votre vie. Voilà. Ouais. Les petites stars du préau, comme il y en a dans toutes les écoles, bah, vous leur en imposez finalement. Ouais, parce qu'en fait, la différence, c'est surtout les autres qui gênent. C'est plus tellement moi. Je me dis, bon, il y a des trucs à gérer, mais après, ça se passe bien. C'est là que quelqu'un va vous aider à dépasser vos limites. C'est votre cousin David, beau gosse, décomplexé, à l'aise partout, un peu tête brûlée. Et il va jouer auprès de vous un petit peu le rôle de Omar Sy auprès de Cluzet dans le fameux film Intouchable. Tout à fait. À un moment donné, on arrive à l'âge où les filles commencent à nous intéresser. Donc il m'a dit, fauteuil ou pas, t'as une belle gueule, vas-y quoi. Et sous ses conseils, sous son impulsion, on a foncé. Ah, vous foncez, vous faites du scooter, alors en cachette évidemment, hein, vous vous tenez comme ça derrière lui, vous allez dans les boîtes ensemble, vous draguez ensemble. C'est la stratégie zéro complexe. Plus je m'assumais, plus je plaisais. Ouais, parce qu'en fait, si on est bien avec soi-même, l'image qu'on renvoie aux autres, forcément, elle est positive. Ouais. Alors au départ, vous êtes attiré par les filles valides. Vous dites, on est comme tout le monde, on préfère les corps bien faits. Mais après, dans votre vie, vous aurez des aventures alternativement avec des filles valides ou des filles non valides, en fait. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, votre premier amour, c'est une jeune fille du collège. Ouais. Elle a 15 ans, vous en avez 17. Ouais, c'est elle qui est venue vers moi, et puis... Ça s'est passé comment? Au départ, moi, je la trouvais trop jeune. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a discuté, on s'est trouvé des points communs, et voilà. Ouais. Après, c'est comme tout le monde. Hein. Ouais. Et c'est bien ça que je veux défendre aujourd'hui, c'est que la séduction et la sexualité chez les personnes handicapées, elle existe, et voilà, c'est des gens qui ont des besoins comme tout le monde, et qui le revendiquent aussi. Alors, vous n'avez en fait aucun problème sensoriel, pas de problème d'érection, pas de problème d'éjaculation. Vous dites, le seul problème, c'est au niveau des positions, évidemment. Ouais, pour baiser debout, c'est emmerdant, quoi. C'est ça. Mais après, il y a d'autres trucs bien. Ouais. Suffit de chercher un peu. Alors, en 2001, vous avez votre bac littéraire. Vous décidez de poursuivre vos études à la fac de lettres de Bordeaux. Et là, effectivement, vous faites l'unanimité, ce qui a toujours été un peu le cas quand même. Dès le 3e jour, vous êtes très entouré. Bientôt, vous organisez des apéros, des fêtes, des révisions en groupe. Enfin, vous êtes très populaire. Hein. Ouais, j'avais compris que cette popularité, fallait que je m'en serve parce que j'ai la conviction que l'handicap social et culturel, il existe. Et que ça peut être une contingence de plus quand on a un handicap moteur. Ouais. Donc moi, je me suis dit, si tu veux t'intégrer à la fac, commence par avoir des amis. Ouais. Et après, ces amis, ça va faire la boule de neige et toi, tu vas être bien dans ce milieu-là. Ouais. C'est ce qui est arrivé. Voilà. 4 ans plus tard, vous décrochez un master en lettres modernes. Pas mal pour un mec à qui on disait qu'il ne dépasserait pas la 4e. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça me fait toujours sourire et je dédicace à tous ces gens qui m'ont dit ça. Mais je leur en veux pas, finalement, parce que c'est plus par méconnaissance de l'handicap, comme souvent, que par vraie conviction. Ouais. Alors, vous entamez une formation pour devenir professeur. Et là, pendant un remplacement au collège, une élève un peu difficile vient vous voir et vous dit « Avec vous, je suis calme parce que le fait que vous soyez handicapé force le respect. » Vous avez dû galérer pour en arriver là. Ce que j'ai pensé tout au long de ma vie, que l'handicap pouvait être une force, finalement se confirme à travers les gens que je côtoie et même à travers les plus jeunes. Vous avez toutes les qualités pour devenir un bon prof, mais vous ne voulez pas quitter Toulouse parce que là, vous perdriez votre autonomie. À Toulouse, vous êtes très habitué. Et c'est là qu'un jour, un ami vous propose un poste de vacataire dans une entreprise de consulting. La mission, c'est de former des professionnels à la gestion du handicap. Et là, vous devenez une sorte d'expert en handicap. Et on se rend compte que même auprès des médecins, le boulot reste encore important. Alors, faites une formation, hein, c'est obligatoire, donc sophrologie, hypnose, PNL, c'est-à-dire programmation neurolinguistique.
Et en 2010, vous devenez coach de vie. C'est-à-dire que vous aidez les autres à être mieux. C'est extraordinaire. C'est plus les autres qui m'aident, c'est moi qui peux aider les autres et je suis content de ça. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de clients réguliers qui vous consultent pour arrêter de fumer. Je devrais aller vous voir peut-être. Pour réussir un entretien d'embauche, pour apprendre à parler en public. Vous aidez des valides, en fait. Ouais. C'est génial. Voilà, vous cultivez ce que vous appelez la force du fauteuil. Et quand un client vous dit « j'y arriverai jamais », vous dites « moi, j'y suis arrivé en fauteuil, c'est que vous pouvez y arriver ». Alors ça, c'est pas... voilà, c'est une façon de recadrer. Mais effectivement, vous dites qu'il y a des valides qui ont des problèmes beaucoup plus graves que moi, évidemment. Ouais, ben moi, je me suis toujours senti aimé, entouré. Ouais. Et c'est ce qui a fait aussi que mon handicap s'est passé comme une lettre à la poste. Ouais. Et ça, je voudrais que les gens s'en rappellent parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'handicap. Ouais. Moi, je vous présente aujourd'hui une situation, mais j'ai bien conscience que pour certaines personnes, c'est encore difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer le sort des handicapés? Continuer une certaine civilité, notamment quand on pense aux places de parking pour les personnes handicapées, la mise en accessibilité, etc. Ouais. Et pas juste faire dire qu'Intouchable, ça a créé un effet de mode et après on n'y pense plus. Comme le Téléthon, on récolte des sous pendant 3 jours, mais après, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ce qui est triste, c'est qu'ils répètent des choses que, hélas, beaucoup de gens handicapés disent depuis bien trop longtemps et que la situation en France au niveau du handicap, elle est archaïque et honteuse. Ça fait Non, franchement, malheureusement, j'ai eu un frère qui a vécu le handicap et je peux vous dire que la situation en France, elle n'évolue pas du tout. Si on va aux États-Unis et qu'on voit un peu ce qui se passe aux États-Unis, on a 25 ans de retard. Alors, parlons pas du regard, parce que le regard, c'est un problème d'éducation et il doit être effectivement tout à fait normal. Mais et tant mieux qu'Intouchable, qui est un film merveilleux, aide et donne un regard effectivement différent. Virginie? Je pense qu'on peut éduquer aussi l'autre à ce regard-là. Et que, effectivement, ta dignité, ta confiance, ton idéal de vie, je pense que ça peut contaminer d'autres personnes. Moi, j'ai la conviction que le regard, il s'éduque très tôt. Moi, j'ai un neveu de 3 ans. Pour lui me pousser, pour lui m'aider de temps en temps, parce que c'est quand même moi qui suis l'adulte. Il ne faut pas inverser les rôles, mais pour lui, c'est naturel. Ouais. Et ça, nous, on ne sait pas le faire en France. Ouais. Vous dites, aujourd'hui, être en fauteuil n'est pas un problème. Vous vivez debout. Moi, je vis assis. C'est la seule différence. C'est ma ligne d'horizon, elle est un peu plus basse que la vôtre, c'est tout. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.